Vous poser à tous. On a bien compris que tout cela était supporté par un théorème, une hypothèse de base. La croissance va revenir en 2015 et elle va revenir à 1,5%. Ça a l'air technique, mais ça ne l'est pas. À partir de 1,5%, nous dit-on, on recrée de l'emploi. Est-ce que c'est un mantra sur lequel il a raison de s'appuyer, Manuel Valls? Robin Rivaton, pour commencer. Alors le 1,5%, en fait, il correspond à l'acceptation de la productivité plus à l'augmentation de la population active qui permet de la compenser. Est-ce qu'on va arriver à 1,5%? C'est pas du tout sûr. Vraiment, moi, je ne pense pas. On a vu que la Banque de France a révisé son estimation pour le premier trimestre à la baisse. On voit qu'on essaie de courir après ce chiffre-là de manière un peu magique et de l'incantatoire. C'est pas sûr qu'on y arrive. Et justement, c'est toute la logique du discours d'investissement qui vient un peu à l'œuvre. C'était le mot-clé aujourd'hui. C'était pour justement booster cette croissance et pour arriver à 5,5%. Agnès Verdier-Molinier. Je crois que clairement le gouvernement n'est pas aussi optimiste que ce qu'il affiche officiellement, puisque en parallèle, il nous met encore 60 000 emplois d'avenir supplémentaires en 2015. Donc, s'il était très à l'aise sur le fait que l'emploi marchand allait repartir, il n'aurait pas besoin des emplois aidés. Il n'aurait pas besoin de ce stratagème qui a d'ailleurs été utilisé par, grosso modo, tous les gouvernements. Mais là, on va encore charger la barque, on va dépasser les 500 000 emplois aidés au total. Emplois d'avenir plus les emplois aidés qui existaient déjà et qui sont prolongés. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on va continuer à détruire de l'emploi marchand cette année? Je dois rappeler que l'année dernière, on a détruit en 2014 74 000 emplois marchands. Donc c'est quand même une situation qui est pas terrible. On voit que les chiffres du chômage là, en février finalement ont été donnés malgré tout encore à la hausse avec 12 800 chômeurs de plus et que sur un an, on est à plus 4,5% de chômeurs dans les catégories A. Donc pour l'instant, l'année 2015 se précise pas si bien sur le front de l'emploi. Même l'UNEDIC annonçait alors autour de 100 000, peut-être moins demandeurs d'emploi en plus pour cette année. Donc si on est autour de 1%, 1,2, ça suffira pas pour renverser la vapeur. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis un peu plus optimiste que vous. C'est-à-dire qu'on connaît les éléments favorables. Les éléments favorables, c'est l'euro, le pétrole, les taux d'intérêt extrêmement bas, plus un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis un an. Les 2 premières années, mauvaise politique, depuis un an, ça va mieux. On a décidé manifestement d'aider un peu plus les entreprises. Le problème, il y a 2 problèmes en fait dans la conjoncture actuelle quand on la regarde de près. C'est vrai qu'aux Échos on voit des chefs d'entreprise toute la journée. C'est que, c'est la consommation qui tient à la croissance. Ce sont les magasins. Dans les magasins, il y a des gens. Dans les usines, ça ne redécolle pas. C'est-à-dire que nous avons une consommation qui est bonne. Ça s'est vu dans les chiffres qui ont été publiés ce matin. Mais c'est la production. La production industrielle, le moral des chefs d'entreprise industriels, pour l'instant, ça n'embraye pas. Alors, évidemment, à partir de ça, on peut se poser une question. Est-ce que c'est le décalage classique parce qu'il faut que le moteur se remette doucement en route? Et donc, on a connu ça à chaque fois qu'il y a une reprise, ça prend quelques mois et ça va finir par décoller. Ou alors, dans la machine française, dans le moteur français, il y a quelque chose qui est grippé et on va avoir du mal à redémarrer. Et donc, moi, je crains que ce soit un petit peu le cas quand on regarde la différence par rapport à d'autres pays. Alors après, la seconde question, c'est que peut faire le gouvernement? Que peut faire le gouvernement? On sait bien que cette conjoncture favorable, elle ne va pas durer éternellement. Elle va durer quoi? 6 mois, 1 an. Le pétrole va finir par remonter, les taux d'intérêt aussi. Donc il faut lancer des réformes à ce moment-là pour que le mouvement de croissance dure. Des pistes de Manuel Valls dont vous parlez dans le journal. On va y revenir en détail. Mais sur cette question de la croissance, on sait que François Hollande s'est un peu empêtré dans cette promesse d'inversion de la courbe. Et aujourd'hui, ça lui colle toujours comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il prend le même risque, Manuel Valls, avec sa croissance à 1,5 qui va créer de l'emploi en 2015? Ça fait maintenant depuis 2009 que pas seulement la France, mais l'ensemble de la zone dans laquelle nous sommes, qui est l'Europe et la zone euro, s'est engagée d'abord dans une croissance ralentie, sous le contre-choc d'une crise financière qui a dégénéré en crise des finances publiques, qui a amené des politiques stupides dans l'ensemble des pays européens, et y compris dans le nôtre, droite et gauche confondues, puisque la gauche arrivée au pouvoir a continué de ne rien faire pour lutter contre la crise économique. Donc nous sortons d'une succession d'années de croissance faible ou de récession en Europe. Comment voulez-vous que des entrepreneurs qui voient à l'horizon rien ne change,
En Europe, on n'annonce aucun changement radical d'orientation des politiques économiques. Il y a des grandes incertitudes sur l'avenir de la zone euro parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir du traitement du dossier grec, etc. Et donc, nous avons des gouvernements qui se succèdent, droite ou gauche, qui sont droits dans leurs bottes sur leur même dogme et qui ne veulent pas admettre que aucune des politiques qu'ils ont mis en œuvre ne fonctionne. Bon. Donc, si on entend bien, tout le monde est stupide en fait. D'une certaine manière, droite et gauche confondus. Sauf Jean-Luc Mélenchon. Mais non. À gauche aussi en même temps, mais c'est pas la même gauche. Tout le monde est pas stupide. Je pense pas que vous soyez stupide, mais vous savez. Oui, voilà, non, et personne ici. Mais non, nous avons au gouvernement, mais c'est pas seulement en France, nous avons au gouvernement des gens qui sont quand même totalement verrouillés dans des idées reçues, dans des dogmes idéologiques appris à l'ENA ou peut-être à Sciences Po, malheureusement, avec leur maître de conférence il y a 30 ans ou c'est un prof à Sciences Po qui parle, donc on vous croit sur parole. Voilà, sauf que c'est pas mes cours qu'ils ont suivis et qui leur ont inculqué les idées stupides. Et donc, ce que j'observe, ce qui est dramatique dans la situation actuelle, regardez, on est au lendemain, vous l'avez dit, d'une claque électorale. Manuel Valls est arrivé au lendemain d'une claque électorale. Le bilan qui avait été tiré de la précédente claque électorale par François Hollande, c'est que surtout, il ne fallait pas changer de cap. Et Manuel Valls est arrivé là-dessus, il a juste rajouté un peu une louche côté pacte de stabilité, aide aux entreprises, sans que ça ne fasse strictement rien, puisque ce n'est pas le problème. Et après une nouvelle claque électorale, un désaveu massif de sa politique et de son impuissance face au chômage. En même temps, l'économie, c'est pas forcément de la godille, ça peut être aussi un cap et un long terme. La godille, vous voyez, le titre d'Agnès, c'est on va dans le mur. Quand vous savez, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, il y a des choses intéressantes. Vous avez le droit de m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord. Quand on va dans le mur, il y a un moment, effectivement, il vaut mieux godiller pour éviter le mur. Et donc là, on a un gouvernement qui nous dit... Avec des idées innovantes. Vous êtes d'accord pour on va dans le mur, mais pas exactement avec les mêmes solutions. On ne change rien. Donc on ne change rien. Il y a des choses à faire aujourd'hui. C'est ce dont on va parler. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'on va aller assez loin dans ce qui est à faire? Je crois qu'il y a vraisemblablement du côté du gouvernement la prise de conscience quand même que, notamment du côté du Code du travail, il y a une lourdeur, et j'en parle dans le livre, nos 3500 pages du Code du travail, aujourd'hui, elles sont trop indigestes pour les entrepreneurs, elles freinent l'embauche, elles engendrent aussi la peur de l'embauche. Il y a toute cette question de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui commence à émerger, et ça fait des années, qu'on en parle. Donc maintenant, c'est est-ce que dans les pistes du gouvernement, on va assez loin? Pour l'instant, ça reste assez ténu, parce que l'idée, c'est de pallier... Justement, parce que vous savez de quoi on parle, mais nous, les téléspectateurs, pas encore. Alors, si vous voulez bien, on reprend le débat, et vous avez raison. C'est la question que j'allais vous poser, est-ce que ça va assez loin? Mais laissons d'abord à nos téléspectateurs le soin de savoir de quoi on parle. Vous l'avez compris, il va y avoir une loi Macron 2, ça a été annoncé hier. Alors, dans cette loi Macron 2, on parle, ça sera présenté à l'été, ça sera une loi, nous dit-on, sur l'investissement, pour les PME aussi, pour faciliter la vie des PME, pour développer le numérique. L'idée, en fait, c'est d'être prêt à prendre le train de la croissance quand elle arrivera. Ce que vous disiez un petit peu, si elle arrive, ça c'était l'autre question. Un peu comme le virage robotique des années 80 qui avait été manqué. Voilà, là, l'idée, c'est de dire on ne va pas rater le virage numérique. Il ne s'agit pas de rattraper l'Allemagne sur ce qu'on n'a pas fait il y a 10 ans, mais il s'agit d'être au bon moment, au bon endroit quand ça va se produire pour la prochaine révolution. Alors, il va y avoir cette loi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette loi? Là, évidemment, le diable se cache dans les détails. On a commencé à avoir certains détails grâce à vous, notamment aux Échos, Dominique Seux. Les grandes lignes, si j'ai bien lu votre journal, réflexion sur un nouveau contrat de travail dans les TPE, les très petites entreprises et les PME. Alors ça, évidemment, c'est sensible politiquement. Assouplissement des accords de maintien dans l'emploi. Je vous rappelle, les accords de maintien dans l'emploi, ça permet de faire varier les salaires et le temps de travail en fonction de la demande, mais c'est limité sur 2 ans maximum. Ça pourrait être étendu. Incitation fiscale pour soutenir l'investissement. Et puis extension, ça c'est un peu technique, mais apparemment c'est très concret pour des entrepreneurs. Extension du régime des amortissements accélérés. En gros, on arrive à amortir beaucoup plus rapidement ce que l'on achète pour l'entreprise, et donc en fait ça fait une baisse de fiscalité rapide. Voilà, c'est l'idée. Et la question, donc Agnès Verdier-Molinier, est-ce que ça va assez loin? Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Ensuite, Robert Aviaton, vous me dites ce que vous en pensez. Certainement, ça va dans le bon sens. Déjà qu'il y ait une réflexion sur ce sujet, c'est déjà une avancée. Après, on perd du temps. On a déjà perdu du temps parce qu'avec l'accord des partenaires sociaux de 2013, on croyait qu'on avait résolu des problèmes. On ne les a pas résolus parce qu'effectivement, il faut vraiment que l'entreprise soit proche du dépôt de bilan pour pouvoir négocier des accords majoritaires qui lui permettent de baisser les salaires, baisser le temps de travail. Et là, et dans des règles qui sont beaucoup trop
beaucoup trop strictes. Et là, il faut assouplir évidemment. Le problème, on se heurte toujours au même sujet, c'est que si on permet à beaucoup d'entreprises de pouvoir utiliser ces accords de maintien dans l'emploi, finalement, certains disent « Ouh là là, attention, on va remettre en question les 35 heures ». Et on n'est pas tout à fait d'accord pour aller jusque-là. Donc, ça va être un énorme débat, vraisemblablement, au sein même du gouvernement, au sein même de la majorité, et bien sûr avec les parlementaires qui ont été quand même échaudés par l'utilisation du 49.3. Donc, sur ce dossier-là, nous, on préconise de, bien sûr, aller encore plus loin, c'est-à-dire revenir sur cette question notamment de flexibilité possible par entreprise, au niveau de chaque entreprise, sur la question des 35 heures, parce que finalement on est pris en corner entre la rigidité des 35 heures et la rigidité du licenciement. Et quand on parle d'extension de ces accords de retour dans l'emploi, est-ce que c'est pas une façon de liquider les 35 heures sans le dire? Vous venez de le dire. Mais, voilà. mais là, pourquoi demander à un gouvernement de gauche de se mettre toute sa gauche à dos en le disant? Quelles entreprises vont pouvoir les rentrer dans le dispositif? Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'était très ténu. Et derrière aussi, comment on fait sur le volet cause réelle et sérieuse qui a été mis aussi sur le tapis, cette question qui est quand même fondamentale, pour pouvoir licencier plus facilement, pas simplement pour avoir des licenciements, mais tout simplement pour pouvoir embaucher, c'est-à-dire flexibiliser pour l'embauche dans les TPE et les PME. Et ça demande de changer le Code du travail, notamment l'article 1233.3, et de permettre que véritablement, là, ce ne soit pas le juge qui décide qu'il y a une cause réelle et sérieuse, mais que le juge vérifie que la cause réelle et sérieuse annoncée par l'employeur est bien réelle. Moi, sur cette feuille de route, j'ai quand même de graves problèmes, parce que cette feuille de route, elle est partielle. On sait qu'il y a des petites réformes. On le fait de manière cachée. Or, aujourd'hui, on sait que dans l'économie, il y a une grande part de psychologie. Et la psychologie, c'est de mettre des symboles forts et de casser des tabous. Et donc, je pense qu'il faut vraiment aller très loin et pas seulement se satisfaire de mesurettes. Donc, après, on morcelle le régime. On fait des choses selon les TPE, selon les PME. On ne fait pas de régime unifié. Donc, on crée de la complexité. Et puis après, ça donne l'occasion d'écrire encore des livres pour dire que c'est complexe. Donc, il faut qu'on réussisse à faire des régimes simples. Et ça, c'est un vrai problème dans la réforme. Le second point, c'est que c'est bien d'avoir commencé à réfléchir sur l'investissement. C'est un vrai problème. Ça fait des années qu'on en parle et le rapport Gallois a enfin fait preuve de pédagogie. Je pense que là, on a marqué des points sur la compréhension des Français avec les marges, la compréhension de la compétitivité. On a vraiment fait un exercice pédagogique important. La vraie question, c'est comment on travaille dans l'opinion. Aujourd'hui, vous avez une opinion qui est prête à accepter le contrat de travail unique. Une majorité des Français, un équilibre. Sur les 35 heures, il y a une majorité des Français qui sont prêts à revenir dessus aussi. Donc, comment on essaie de transformer cette révolution culturelle qu'il y a eu chez les Français pour en faire quelque chose de politique? Et là, on voit que c'est pas suffisant. On voit qu'on va confier à négociation aux partenaires sociaux. C'est ça. Encore une fois, une mauvaise décision. On est sûr de se tirer une balle dans le pied en faisant ça. C'est la pire des façons de procéder. On a vu que les accords de maintien d'emploi ne marchaient pas. Pourquoi? Parce qu'on donne le pouvoir aux syndicats et non pas directement aux salariés. Or, les Français sont plus prêts que leurs syndicats. Qui dites-vous dans votre livre? Effectivement, les syndicats finalement ne représentent plus forcément les Français. Nous sommes le dernier rang de l'OCDE en termes de syndicalisation. Et on continue à confier la réforme à la négociation de ces syndicats alors que les Français, dites-vous, sont prêts. On va y revenir parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Dominique, en fait, nous rentrons dans une période assez classique au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'élection présidentielle. Dans le fameux dilemme entre les réformes et le rassemblement politique, plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus c'est le rassemblement à gauche qui va l'emporter. Or, la situation conjoncturelle fait qu'on devrait être encore dans les réformes. On voit bien qu'entre François Hollande d'un côté et Manuel Valls de l'autre, tout le monde manie ces deux termes, rassemblement et réforme, mais ne lui donne pas exactement le même poids. On devine que Manuel Valls est plutôt du côté des réformes. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dès dimanche soir. François Hollande pour le rassemblement. Évidemment, pour 2017. Et plutôt du côté du rassemblement. Et donc, des signaux envoyés au vert, des signaux probablement de diviser le front de gauche pour essayer de rallier les communistes. Enfin, on va citer de la cuisine politicienne classique. Que se passe-t-il? En réalité, il faut envoyer des signaux pour décoincer, faire les chocs psychologiques sur les acteurs économiques dont je disais tout à l'heure que les chefs d'entreprise étaient encore un peu bloqués, coincés. Ils ont eu tellement de hausses d'impôts, comme les ménages, entre 2012 et la fin 2014, qu'ils ne croient pas vraiment à la stabilité fiscale, ils ne croient pas encore à la reprise, ils attendent de voir si la baisse du pétrole va vraiment avoir un effet, et donc un certain nombre de mesures sont nécessaires. Le gouvernement a hiérarchisé les choses, il a parlé d'investissement, ça c'est une mesure certaine.
Il n'y aura pas de débat, pas de polémique, etc. Évidemment, le sujet brûlant, d'accélération des amortissements, on ne va pas ennuyer. On ne va pas ennuyer les téléspectateurs à cette heure tardive en parlant d'amortissement. Non, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est le Big Bang qu'il faut. Voilà, c'est ça en fait. Et la question, ça va être évidemment le droit du travail. Faut-il, vous avez parlé des accords de maintien dans l'emploi, c'est une possibilité. Est-ce que le gouvernement, comme l'a dit Jean-Marie Le Guen, dès dimanche soir sur les plateaux de télévision, ici même, va vouloir favoriser, débloquer l'embauche des TPE, c'est-à-dire favoriser les conditions de licenciement. Très petites entreprises. Manifestement, depuis 48 heures, il y a un gros débat à l'intérieur du gouvernement, et je sens bien que la réponse penche vers le non maintenant. C'est ça. Ça a déjà évolué depuis dimanche. Sur l'investissement, il y a beaucoup de choses à faire qui n'ont pas été tentées. Allez-y, prenez la parole. L'investissement privé, notamment, ça a été évoqué par le Premier ministre, et c'est vraiment fondamental. Il y a beaucoup de choses à faire sur notre fiscalité là-dessus. Jacques Généreux. Moi, je n'ai pas du tout le même logiciel d'analyse, évidemment. Parce que, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est la solution. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lourdeurs, qu'il n'y a pas un code du travail qui fait 3500 pages, on peut éventuellement s'en passer. Je vous arrête tout de suite parce que vous conseillez Jean-Luc Mélenchon qui dit ce soir, il y a une ligne rouge, ne pas toucher au code du travail. Donc, visiblement, son conseiller économique n'est pas totalement d'accord avec lui là-dessus. C'est pas toucher, c'est pas... quand vous avez c'est ce qu'il dit ce soir. Non, mais ne pas toucher, ce qui veut dire, c'est ne pas toucher aux droits des travailleurs. Maintenant, moi, je suis pour la défense des droits du travailleur. Je ne suis pas pour une usine à gaz tellement compliquée qui fait que quand un patron de petite entreprise veut essayer de respecter le droit du travail, il est perdu, il n'y comprend rien. Il est obligé d'embaucher des juristes. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et je vous signale, par exemple, en matière de licenciement, mais qu'on ne me coupe pas la parole là-dessus, s'il vous plaît, parce que je voudrais pouvoir dire quelle est mon analyse du problème. Et puisque vous évoquez ça, il y a un moyen très simple, vous voyez, de faciliter les licenciements lorsqu'ils sont nécessaires pour l'entreprise. C'est de restaurer une autorisation administrative de licenciement. Parce que, je vous explique, j'ai beaucoup étudié la question comme chercheur en économie dans les années 70, à l'époque où ça se pratiquait. Eh bien, l'autorisation administrative de licenciement, figurez-vous, ça a facilité les licenciements en France, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Parce que dans 75% des cas, l'autorisation était donnée dans les 15 jours, dans 90% des cas, elle était donnée dans le mois qui suivait, et n'était refusée que celles pour lesquelles, manifestement, il y avait un problème, il n'y avait pas de vrai motif. Ou alors c'était avant une élection. Parce qu'on retombe sur le problème. Et pour le résultat, c'est que pour les petites entreprises, en gros, l'inspecteur du travail et l'administration, c'était son conseiller en droit du travail. Quand on avait l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'était blindé, on était tranquille, c'était une grande sécurité juridique. On l'a supprimé, qu'est-ce qu'on a fait? On a judiciarisé le truc et on a plein de petits entrepreneurs qui sont terrorisés parce qu'ils se disent s'il y a un problème, si je fais mal, ça va être des procès, etc. Donc vous voyez, c'est pas toujours en déréglementant, mais parfois il y a quelques règles qui sont utiles. Et puis il y a des trucs inutiles. Bon, mais c'est pas ça que je voulais dire. La jurisprudence aujourd'hui des tribunaux s'il vous plaît, est beaucoup trop complexe. Laissez-moi dire l'essentiel. Et beaucoup trop lourde. Après, je me tairai. L'essentiel, c'est que tout ça, c'est un peu de la foutaise, si vous voulez, ce sont des gadgets. C'est-à-dire, c'est des vieilles idées, que s'il y a du chômage, c'est parce qu'il y a... C'est un logiciel périmé, comme disait Cécile Duflot. Il est périmé depuis le début, c'est parce que les salaires baissent pas, c'est parce qu'il n'y a pas cette flexibilité du travail, etc., etc., etc. Les fondamentaux, c'est quoi? Qui croit une seconde, c'est pour ça que l'économie, c'est simple, qui croit une seconde que des entreprises investissent ou lancent des activités parce que c'est facile de licencier, qu'elles embauchent des gens parce que les salaires sont bas, qu'on investit parce que l'argent est bon marché? Non. Un entrepreneur investit et embauche parce qu'il a une perspective d'activité, parce qu'il y a des clients, parce qu'il y a, sur les seuils sociaux, vous savez très bien qu'il y a plein d'entreprises qui restent à 9, à 19, à 40. Oui, mais vous ne pouvez pas être le seul à parler non plus. Non, mais moi, je n'interromps jamais personne. Alors, finissez comme ça, on pourra répondre à ce que vous dites. Structurellement, nous avons des fondamentaux structurels qui font que nous manquons d'activité. Il y a une désindustrialisation. Maury Ferme, quand vous avez des chauffeurs, effectivement, des pays d'Europe de l'Est qui coûtent 1500 euros quand ça nous coûte 3500 ici, il y a un problème. Le dogme de la libre concurrence, de la libre ouverture, fait que nous avons fait des marchés qui partent à l'extérieur. Le fait que nous sommes dans une zone euro avec, pour des pays comme la France, une monnaie qui est largement surévaluée, c'est un problème. Le fait que quand il y a un problème, des difficultés conjoncturelles, on pratique tous en même temps des politiques Conclusion. qui stoppent l'activité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est un débat quand même. C'est un débat. Pas ces fondamentaux, on a compris. On ne changera rien. Les restrictions dans les TPE, PME à l'embauche, on a
plein d'exemples, pléthore d'exemples, nous, à la Fondation IFRAP, et qu'on reçoit tous les jours, de petits entrepreneurs, d'artisans, de commerçants, qui restent à 9 salariés, qui restent à 19 salariés, qui restent à 49 salariés, qui veulent surtout pas franchir ces seuils avec toutes les contraintes qui leur tombent dessus. C'est l'obligation de créer un comité d'entreprise, l'obligation d'avoir un comité d'hygiène, c'est l'obligation de faire X rendez-vous à partir de tel âge du salarié, etc. C'est beaucoup trop compliqué. Le diagnostic, ça dissuade de l'embauche. Le diagnostic n'est pas nouveau. D'ailleurs, tout ce que vous dites dans votre livre, Agnès Verdier-Molinier, il y a trop, parce que vous avez finalement jamais repris que, c'est déjà un énorme travail, tous les rapports commandés par l'État lui-même. Il y a des chiffres qui sont totalement nouveaux. Les 360 taxes, impôts et cotisations, c'était jamais paru nulle part. Absolument, il y a du nouveau. Mais il y a aussi quand même ce que l'État a lui-même cherché à comprendre pour savoir comment il pouvait s'améliorer. On n'a pas toujours eu des facilités à obtenir. Voilà les propres réponses qu'il a lui-même apportées, que vous avez réussi à récupérer. Et finalement, on sait aujourd'hui où sont les blocages. On sait ce que vous venez de dire sur les seuils sociaux. On sait ce que vous dites sur les impôts, sur les normes, sur l'administration. On a le sentiment qu'il ne se passe rien. Robin Rivaton, vous qui dites rien ou pas grand-chose en tout cas. Regardez, dans les entreprises comme PSA et Renault, il y a eu des accords sociaux qui sont innovants et qui ont permis de faire bouger l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en désaccord assez complet avec mon voisin. Je pense que les négociateurs, ceux qui acceptent de mouiller leur chemise, mais de rentrer dans la logique d'un système, font infiniment plus avancer les choses et obtiennent des résultats que ceux qui disent que ça ne sert à rien et qu'il faut pas exactement. bouger. Et je salue plutôt les négociateurs, notamment de la CFDT, mais pas seulement, qui mouillent leur chemise chaque jour en prenant des risques. J'ai dit qu'il fallait pas négocier. Mais ça ne concerne pas toutes les entreprises, ça concerne que quelques entreprises. Ça concerne encore une fois les grandes entreprises. Je crois que ça ne s'adressait pas à vous. Ça s'adressait pas à vous. Robin Rivaton. Effectivement, je pense que c'est. J'ai jamais dit qu'il fallait pas négocier. On ne peut pas lancer comme ça des accusations à l'antenne gratuitement. Je suis pour la négociation et j'acquiesce au fait qu'il vaut mieux des gens qui acceptent de négocier. Mais après, quand il n'y a rien à négocier, qu'on a un partenaire qui ne veut pas négocier parce qu'il a le rapport de force, il y a un moment, il faut savoir quitter une table de négociation. Un dernier point, parce que je pense que cette logique de réformisme quand même pénètre la société civile dans son ensemble, et on voit que les syndicats réformistes gagnent dans les entreprises publiques, par exemple, des positions de plus en plus fortes. Je pense que ça progresse, et je pense vraiment que tous les efforts qui sont faits sur l'amélioration de l'outil compétitif dans les entreprises, dans la sphère associative, dans différents milieux, doivent aujourd'hui s'appliquer à l'État, et l'État est capable, si le politique veut, il peut aujourd'hui compter sur une base populaire, un soutien populaire qui existe. Et ça, aujourd'hui, il a du mal à le voir. Il y a un chiffre que vous donnez dans votre livre, vous parlez de freelance économie, donc l'économie de l'autonome, finalement, de l'auto-entrepreneur, c'est un petit peu ce qu'on fait en France. Elle atteindra 40% des emplois en 2030 aux États-Unis. C'est-à-dire que finalement, on peut avoir trouvé la solution, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus vraiment de patron, on est son propre patron et on a des missions. Est-ce que ça, c'est comme ça que vous voyez l'avenir? La question que j'ai envie de poser, est-ce que c'est un progrès? Et c'est peut-être le cœur de la question. Est-ce que c'est un progrès? 51% des Français veulent être plutôt indépendants que salariés. C'est le taux le plus haut d'Europe. Et c'est pas une question de contrainte, c'est une question de volonté. Ces gens-là préfèrent être indépendants parce qu'ils valorisent l'indépendance, l'autonomie, pour des raisons purement ils aiment être leur propre patron, ils aiment décider de leurs horaires. Et donc ça, c'est une partie importante de la population active voudra ce régime de manière volontaire. Donc la frustrer, la contraindre. Pour ceux qui le veulent, c'est bien de leur permettre. En l'interdisant, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, il faut savoir que par exemple, l'imposition sur les auto-entrepreneurs, du moins, sur les salariés indépendants en France est très élevé par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Oui, ils sont peu nombreux, nos indépendants, par rapport aux autres pays. Il faut regarder la complexité de charges qu'ils ont à payer. Et en face, une couverture sociale qui est pas du tout aussi bonne que celle d'un salarié. C'est-à-dire qu'il paye la même chose pour celui qui est à peu près au niveau du SMIC dans ce qui lui reste. Il paye la même chose en cotisation, mais il a un taux de remplacement, par exemple, à la retraite qui est bien inférieur. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser aussi. L'indépendant, il doit aussi pouvoir avoir une couverture sociale qui n'est peut-être pas exactement aussi chère que celle d'un salarié. Agnès a raison, il y a effectivement la question des charges, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le grand basculement de l'économie qui est possible, mais qui n'est pas forcément souhaitable. On a eu aujourd'hui la décision de Uber-Pop. Uber-Pop, ce sont donc ces chauffeurs, ces particuliers comme vous et moi qui décident de transporter de manière onéreuse d'autres particuliers. Et ils deviennent leur propre entreprise. Ils deviennent leur propre entreprise. Ce ne sont pas des professionnels et la Cour d'appel aujourd'hui a dit oui, c'est possible. Alors que d'autres pays comme l'Allemagne et certaines villes, je crois, et l'Espagne ont dit c'est terminé. Le débat va se poser dans les années qui viennent. Attention
attention à poser quand même certaines limites. C'est-à-dire que si ce sont les personnes les plus fragiles, contraintes et qui n'ont pas d'autres moyens de subsistance, il faut garantir un certain nombre de droits. Oui à l'initiative, c'est quelqu'un des Échos. Je ne dirais pas autre chose. Mais attention. RSA. Je préfère que quelqu'un travaille chez Uberpop que vivre au RSA. Si pour vous, c'est bien sûr. Mais je me méfie. Pour bien le connaître, parce que je pense que je les prends et je pense pas que ce soit tout sur la table. Uberpop, c'est des gens qui en général font créer leur entreprise derrière et accumulent un capital pour créer leur entreprise via cette activité. Mais ne soyons en même temps pas naïfs, ce sont des multinationales américaines avec quelques centaines de salariés qui vont occuper l'ensemble du marché mondial. Faisons attention d'abord qu'il y ait des champions français. Quand on a Blablacar, on va s'en réjouir. Mais faisons attention aussi. Ne soyons pas complètement naïfs. On va revenir sur un vrai sujet. C'est la question du financement de nos start-up, de nos entreprises de croissance. Si on veut des start-up françaises, si on veut des Blablacar, si on veut des Google à la française, etc., il faut mettre de l'argent en capital au démarrage. Tous les ans, on se réjouit de créer plus de 500 000 entreprises. Tous les ans, on crée 500 000 entreprises. Dans ces 500 000 entreprises, combien il y a d'entreprises employeuses en dehors de celui qui a créé ? Il y en a à peu près 30 000. C'est minuscule par rapport, ne serait-ce qu'à, on ne va pas aller très loin, en Allemagne ou au Royaume-Uni. C'est rien du tout. C'est-à-dire que nous, on crée des boîtes qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas les moyens d'embaucher, et après on se dit, oh c'est dommage. À force de valoriser le livret A, nos TPE et on met tout l'épargne des Français dans la dette. On met l'épargne des Français dans la dette française via l'assurance vie, et finalement on remet jamais ça en question. Et au lieu de mettre notamment des niches fiscales sur l'impôt sur le revenu, pour que tous les Français financent un peu notre avenir commun, c'est-à-dire nos emplois de demain, eh bien, on reste autiste par rapport à cette possibilité qu'on aurait dans la fiscalité. Et j'espère que la loi Macron 2 va prendre les devants sur ces questions, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des incitations minuscules. Une dernière question, et ça va vous intéresser, Jacques Généreux. Ça passe par une image qui, pour moi, est un peu symbolique, finalement, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Manuel Valls, qui a annulé son voyage à Berlin, on parlait de l'Allemagne, pour parler justement à l'aile gauche et essayer de jouer ce rassemblement contre la réforme dont vous parliez. Et là, c'est François Hollande, lui, il est allé à Berlin. Et qu'est-ce qu'il dit à Berlin à côté d'Angela Merkel ? Il dit ça. Le cap, il a été fixé. Et il sera tenu. Y a-t-il une incompatibilité entre le fait, la nécessité, et je ne dis pas qu'on le fait pour faire plaisir à nos partenaires européens, on le fait pour respecter nos engagements, et si on les a pris, c'est qu'on imagine que c'est bon pour la France. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre ce qui est bon pour nos engagements européens et ce qui serait bon aujourd'hui pour la France ? C'est évident. D'abord, bon pour nos engagements européens, c'est même pas évident, puisque les difficultés, notamment des finances publiques, viennent du fait que nous menons les politiques qu'exige l'Europe pour régler la crise des finances publiques. C'est là qu'on est en pleine imbécilité. C'est-à-dire que si les Européens n'avaient pas réagi en imposant une réaction par l'austérité dès le début, dans le but de contenir les déficits publics, nous aurions moins de déficits publics et de dettes publiques aujourd'hui, parce que nous aurions combattu la crise. La dette publique de la France a augmenté de 600 ou 700 milliards depuis la crise, et pour une large partie, à cause de la crise. Pas parce que tout d'un coup on s'est mis à dépenser plus, c'est parce que les recettes fiscales n'augmentent plus et que les dépenses sociales mécaniquement augmentent avec le chômage. Donc c'est la politique européenne, mais validée par nos gouvernements, qui est la principale cause de l'excès de dette aujourd'hui. Donc évidemment, ça n'est ni un bon cap pour l'Europe, ni un bon cap pour nous. Et donc la tragédie, c'est-à-dire le cap a été fixé, et en effet, il est faux depuis le début. Le cap, c'est de croire que c'est en étant plus compétitif qu'on va sortir d'une crise qui est une crise générale en Europe. Il reste une déficit d'activité là-dessus. Juste, cette image m'a amusé. Je crois que dans sa tête, François Hollande aurait été ravi de revenir avec quelques députés sociodémocrates allemands et les échanger contre ces députés frondeurs. Probablement. Cette journée franco-allemande, il aurait bien fait l'échange. C'est maintenant qu'il faut faire les réformes. On a une fenêtre de tir, on a des taux faibles, on a le prix du pétrole qui est faible, on a donc la possibilité de mettre cette énergie que j'espère nous avons tous en commun pour voir les problèmes de la France en face, arrêter de faire l'autruche, notamment au niveau des politiques. C'est maintenant. Et un peu plus loin que cette feuille de route, si je vous ai bien compris. Même avec l'idée que toutes les forces qui sont de gouvernement et qui sont impliqués au Parlement soutiennent cet élan aussi et sortir un peu de la politique politicienne qui finalement nous plombe parce qu'on est dans la guéguerre et on n'arrive pas à avancer sur les vrais sujets. 30 secondes pour conclure. Juste un dernier moteur que personne n'a cité, c'est que la France va dépenser 80 milliards de déficit public cette année pour 20 milliards de croissance du PIB à la fin de l'année. Donc il est aussi important de bien signifier que la baisse de la pression de Bruxelles sur les déficits aide beaucoup aussi à la croissance économique. Et que la dépense publique continue d'augmenter cette année. Elle continue d'augmenter et les dépenses de fonctionnement, les dépenses
croissance de masse salariale continue d'augmenter plus vite que Donc l'inflation. nous ne sommes pas en austérité. Non, Voilà. mais Merci. On dépense, on fait un cours lisez le. Non, vous relancez pas le débat. C'est terminé, voilà. Je renvoie aux ouvrages des uns et des autres qui ont été présentés et qui sont visibles sur le site en replay de itélé.fr. Merci, messieurs, dames, pour cette expertise et cette analyse. Vous restez avec nous. À suivre le sport et on va parler de la performance d'Ibrahimovic ce soir avec la Suède. Un but, une passe décisive et une mi-temps pour le Parisien. C'est ce qu'on appelle faire le job. Regardez, c'est un petit échantillon. On en reparle avec François Pinault.